au-delà de voter les lois, l'appliquer réellement sur le terrain. Avoir des mesures d'accompagnement, c'est extrêmement important. Eh oui. Imam Kanté, par rapport à justement certaines réalités dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous pensez que souvent il y a un amalgame qui est fait entre des réalités culturelles et des réalités religieuses, c'est-à-dire prendre des réalités culturelles et vouloir les transposer dans la religion? Vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'héritage, par exemple, qui est un débat dans le milieu religieux, ou d'autres questions qui, en fait, lorsqu'on va dans le fondement même de la chose, on se rend compte qu'elles sont plus culturelles que religieuses. Comment ne pas faire l'amalgame et comment séparer ces deux choses? Oui, c'est important de séparer ces deux choses, parce que sinon, on peut cibler l'islam, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus des coutumes. Exact. N'est-ce pas? Ou bien, en tout cas, des pensées qui sont véhiculées par des groupes, des gens influents, et qui essayent de justifier cela par l'islam. Donc, c'est vrai que la responsabilité des oulémas, des chefs religieux, des porteurs de discours islamiques, c'est effectivement aussi de clarifier ce qu'est l'islam sur chaque question, et particulièrement sur cette question des femmes et des injustices faites aux femmes, de bien clarifier les choses. Par exemple, la question du viol, les imams et les prêcheurs, etc., doivent avoir un discours très clair sur que c'est un acte abominable, et que tout ce qui doit être fait par l'État, par les communautés, par les familles, n'est-ce pas, par les porteurs de discours, pour atténuer ce phénomène doit être fait. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'ai dit à une dame qui est, je pense, la présidente d'une association islamique. Alors, je discutais avec elle, et une fois je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu dans votre position sur les choses qui se passent dans le pays, c'est que si on touche au Coran, ou bien, etc., là, c'est sûr que vous allez vous lever pour dire on défend l'islam, le Coran, etc., c'est très bien. Mais je lui ai dit, je ne vous ai jamais entendu aller vous battre sur le terrain, vous battre entre guillemets, en tout cas aller faire des marches et tout, sur les questions, par exemple, de viol, sur des questions d'injustice faites aux femmes, etc. Pourquoi? Et elle était vraiment très gênée. Et je lui ai dit, c'est parce que vous considérez que ce n'est pas des questions islamiques. Alors que la question de la justice est une question islamique. Donc, on doit vous voir sur ces questions-là, sur le terrain, et ça permettra même de mieux approcher d'autres femmes que vous considérez comme des femmes qui veulent amener ici une pensée occidentale, etc. Et elle m'a dit, mais vraiment, tu as raison. Je lui ai dit, il faut discuter de ça dans le cadre de votre association, pour avoir cette compréhension d'un islam citoyen, d'un islam qui est à côté des causes justes. N'est-ce pas? Quelles que soient les personnes qui portent ces causes justes-là, il faut être à côté. Donc, quand on parle de recrudescence du viol et tout, on devrait avoir des dizaines de milliers de femmes dans les rues au Sénégal pour dénoncer ça. Et nous, les imams, on doit être quelque part dans la marche. Oui. Donc, il y a ça. Mais il y a cette mentalité-là. Il y a aussi, si vous voyez par exemple la question des castes, etc. Donc tout ça, mais il faut reconnaître que même les religieux n'ont pas tout réussi en termes de conversion à la mentalité musulmane. Hein. Donc, ce qui fait que les gens développent des résistances, et ils sont toujours capables de dévoyer un principe de l'islam en le recyclant pour le maintenir dans des croyances avant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de choses qu'on appelle islam, et qui sont en fait que nous-mêmes les religieux, qu'on appelle bida, ou bien qu'on appelle etc. Et nous-mêmes, on rencontre la résistance des populations, pas seulement sur la question de la femme, sur autre chose. Même nous, il peut arriver que moi, que je dise à une femme musulmane sénégalaise que, mais en fait, est-ce que tu sais que tu as tel ou tel droit? Est-ce que tu sais qu'en réalité, ton mari n'a pas le droit de faire ça, ou bien ton frère, et qu'elle me dise, ah bon, imam, là tu es seul à me le dire, je n'ose pas parce que... Donc, pour dire, voilà. Vous devez encore dire davantage dans les prêches. Voilà, effectivement, mais oui, bien sûr, parce qu'on trouve dans le Coran tellement de revendications des femmes. Et justement, j'ai envie de demander donc à Dr Sely, est-ce qu'il y a cette ignorance finalement des droits, que les femmes même ignorent même leurs droits dans certaines strates de la société, et pensent
disons, normalisent certaines choses qui finalement ne sont pas forcément normales parce qu'elles ignorent justement l'étendue de leurs droits. Il y a une forte ignorance dans ce pays en termes de droits positifs, mais aussi en termes de droits religieux. Ils ne connaissent pas leur religion, même s'il y a beaucoup de prêches. Les gens ne connaissent pas leur religion. Les gens s'agrippent derrière des responsables guides religieux, etc., alors qu'ils devaient apprendre leur religion. En termes de droits positifs, les gens ne connaissent pas leurs droits. Parce qu'à ce niveau-là, on peut expliquer le fait qu'il y a beaucoup de voix qui sont en train d'être votées au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'État ne prend pas une mesure de diffuser, de traduire. Parce qu'encore une fois, on est à plus de 60% d'analphabètes, des personnes qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas lire le français. Donc l'État n'a pas mis en place, après les votes, un dispositif de traduction et de diffusion, pour que l'homme ou la femme... Je dirais même des débats publics, même avant le vote. C'est ça. Beaucoup de lois passent. De consultation. C'est par lobbying que ça passe, non par des forums citoyens de discussion. Effectivement. Je pense qu'il y a de ces lois-là doivent engager des débats au niveau national. Il y a de ces lois, avant que ça passe, moi je vous dis, même au-delà même des lois, certains accords que le gouvernement, en tout cas des décisions d'accord, avant de signer certains accords, il faut des débats au niveau national. On a vu avec l'autoroute à péage, l'État a signé des accords en défaveur des populations. Mais moi, je me dis que si vous engagez un pays sur des trentaines, quarantaines d'années, mais il faut engager d'abord des débats nationaux. Donc, il y a de ces lois-là qui doivent. Mais aussi, il y a certaines positions, accords. Aujourd'hui, on est dans le pétrole et le gaz. Il y a des accords qui sont signés, mais moi, je n'entends pas de débat. Sur des accords, il faudrait qu'il y ait plus de transparence sur les accords qui sont signés. Parce que c'est les ressources du pays, c'est des personnes qui appartiennent aux populations. Ça ne doit pas être entre les mains de 2, 3 personnes. Donc ça aussi, je pense que c'est extrêmement important. L'autre problème que nous avons au Sénégal avec l'islam, c'est qu'il y a une imbrication du culturel. C'est ça. Dans ce qu'on fait, les gens interprètent à travers leur milieu culturel. Et ça qui, je pense qu'Imam en a parlé, ça pose problème. Aujourd'hui, on ne sait même pas les frontières entre où s'arrête le religieux, où commence le culturel. Oui. Tout est imbriqué. Tout est imbriqué et on associe beaucoup la culture arabe comme l'islam. Exactement. Donc, et aussi, il y a une forte sacralité autour de... Même si vous voulez prendre un livre, le Coran, mais c'est un ensemble de sacrés. Moi, je me dis que les religieux doivent nous aider à décloisonner le savoir. Moi, je dis le savoir islamique. Ça doit être accessible. Oui, finalement, c'est comme s'il était un peu inaccessible à... C'est ça qui pose problème. Oui, c'est-à-dire que moi, je veux parler de la religion, mais les gens ne vont pas écouter. Mais imam, tout le monde l'écoute. Oui. Mais il y a un problème de légitimité. Qui doit parler, qui ne doit pas parler? Je parle sur le contrôle des imams. Qui doit parler, qui ne doit pas parler? Parce qu'il y a toute une sacralisation, il y a tout un cloisonnement de savoir qui appartient à un groupe au détriment d'autres. Je pense que ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait régler et l'implication des hommes religieux est extrêmement importante dans ce processus de démocratisation du savoir islamique. Tout le monde doit connaître ce qui se trouve dans le Coran, qu'il soit français ou wolof. Tout le monde, même les khutbas, je pense que ça commence un peu à changer, mais vous faites le khutba c'est en arabe. Il faut dire en wolof. Ne comprennent pas. Il faut dire tout en wolof, tout. C'est ça. Dites tout en wolof pour que les gens puissent comprendre. Et je pense que c'est ça la plus-value. Et là, même ce problème, on le pose au niveau des intellectuels des universités. Pourquoi vous conceptualisez tout? Mais il faut désertiser le savoir. Il faut rendre simple. Utiliser des exemples simples pour rendre accessible. Ce n'est pas un problème spécifique à l'islam d'ailleurs. C'est ce que c'est tout. C'est à tous les niveaux. Il faut des forums partout pour en discuter. Justement, regardez les questions de viol, d'avortement, les questions du code de la famille, reconnaissance de paternité, etc. Mais c'est des questions qui concernent toutes les femmes une par une et tous les hommes un par un. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir ce problème-là avec votre femme ou bien, etc. Vous avez un enfant quelque part, etc. Donc, voilà des questions qu'un petit groupe de gens est en train de manipuler. Après, on fait passer une loi. Et l'autre question, voilà, après on dit non, on a signé une convention en Allemagne, etc. Et ça montre aussi la crise de la démocratie représentative. Et on a vu les coups de poing la dernière fois. À l'ensemble, voilà, c'est les gens qui nous représentent. J'ai mon sabre, je t'attends à la porte, je vais te couper la tête. C'est ça. L'autre vient, on le bloque pour qu'il n'aille pas se battre. Donc, je crois que ça montre bien qu'il
faut pas trop attendre maintenant, même de ces soi-disant représentants, mais d'aller vers la démocratie participative, les concertations de terrain. Regardez par exemple en France, comme je dis, il y a pas mal de choses que je n'aime pas en Europe, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime là-bas. Et j'ai dit par exemple, ils ont fait des concertations à tous les niveaux et régionales sur la loi de bioéthique qui vient d'être adoptée. Ça a pris, je crois, 3 mois. Ils sont allés partout pour les scientifiques, les philosophes, les prêtres, les imams, etc. Tout le monde a été associé, les mouvements de femmes, etc. pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'on peut sortir de ça pour la France et mettre ça en forme de loi. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe dans nos pays-là. Donc on parle de démocratie, là où l'écrasante majorité de la population n'est pas au courant des vrais débats et sa voix n'est pas portée. Parce que pour que sa voix soit portée, il faut qu'elle soit d'abord entendue. Donc, vous voyez, c'est juste au moment des campagnes politiques que les gens viennent dire « je vais faire ça, si vous votez pour moi ». Ben voilà, et les gens ne comprennent pas, mais après ils applaudissent, ils votent. Parce que peut-être il va régler des problèmes matériels, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, il faut une... Sur la question